Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 5e épisode de notre saison 2 des online meetup DevApps. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va avoir deux parties au cours de ce meetup. Une première partie concernant les actus de la semaine, ou plutôt des 15 derniers jours, parce que la semaine dernière, comme il n'y avait pas grand-chose, on a passé outre. Et puis ensuite, il y a Damien, dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière, qui va nous parler du Host Builder dans une application console, comment configurer son application console en .NET Core grâce au Host Builder. J'ai juste, Damien, sur ce que... Exactement. Voilà. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/DevApps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/DevApps. Bien, concernant les actualités, alors j'ai retenu un certain nombre de choses, et puis il y a des personnes qui m'ont aussi donné des informations sur des news qui semblaient intéressantes. Alors si on fait le listing de tout ce qu'il y a à voir, alors une première chose que j'ai notée, pour faire un petit peu de publicité pour un éditeur, c'est pour l'éditeur JetBrains, qui fait le fameux ReSharper, qui a lancé un appel à candidature pour tester en bêta-test un nouveau produit qui sera un concurrent de LiveShare, qui s'appelle CodeWithMe. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce nouveau produit qu'ils vont lancer, qui va être compatible avec leurs différents outils. Ils ont notamment, je ne sais plus comment il s'appelle, IntelliJ. Oui, IntelliJ, voilà. Voilà, qui pourra être intégré à l'intérieur. Donc, d'après ce que j'ai vu rapidement, c'est exactement la même chose que LiveShare de Microsoft, mais intégré dans leurs différents outils. Alors, je ne sais pas si vous, d'ailleurs, le LiveShare, si vous l'utilisez. Moi, je l'ai utilisé, oui, pour faire du pairing. Mais le souci qu'on avait dans mon équipe, c'est qu'on est des gros utilisateurs de ReSharper. Et tu n'arrives pas à naviguer et utiliser les shortcuts de ReSharper. En même temps. Dans Visual Studio. Non. Et on l'a utilisé aussi pour faire passer des entretiens. La partie entretien technique où on fait la review d'une pull request et 2 implémentations. D'accord. Autre outil que je ne connaissais pas, mais qui a priori existe depuis un certain temps dans le Visual Studio Marketplace, qui est gratuit, qui est le Microsoft Edge Premium Tools pour VS Code. Donc, qui permet à l'intérieur de Visual Studio Code, vous lancez une application qui est hébergée sous Microsoft Edge, et vous avez tous les outils de développeurs qui apparaissent à l'intérieur de Visual Studio plutôt que de l'avoir dans votre application, dans la fenêtre des outils de développeurs de Edge. Donc c'est un outil qui est bien pratique, donc qui s'appelle Microsoft Edge Tools pour Visual Studio. C'est Visual Studio ou Visual Studio Code? C'est Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ok. Ouais, c'est tout nouveau en fait, c'est pour ça que tu connaissais pas référent. Ça vient de sortir. Ouais. Je vais mettre le lien là, dans le chat si j'arrive à trouver. Voilà où c'est. Voilà, je vais vous mettre le lien ici. Ensuite, donc ça c'est fait. Justement, concernant Edge, il y a un article qui a été publié par les développeurs de Edge sur l'architecture multiprocesseur de Edge. Donc, c'est un article bien complet qui explique les différents process qui sont utilisés par Edge pour faire le rendu de ces différentes pages. Donc, on voit qu'il y a un process pour les extensions, il y a un process pour le renderer, il y a un process pour le browser, un process aussi pour le GPU et également pour les différents plugins. Donc, l'article, je vais vous mettre aussi le lien de l'article. Et c'est juste, c'est histoire de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de Edge.
Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous vous amusez à faire la même chose avec Chrome, bah, vous vous apercevez qu'il y a exactement les mêmes process qui sont utilisés. Et puis, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez regarder le niveau d'intégrité de chaque process aussi pour comprendre pourquoi il y a plein de process et que certains process sont zéro droit, etc. Bon, si vous avez plus voir pourquoi il y a plein de process et comprendre la sécurité, c'est intéressant. Une news que Gérald Barré nous avait publiée, je crois, c'est sur le Slack, concernant les spams sous GitHub. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est vous avez publié votre code source sur GitHub et puis vous avez 250 000 personnes qui vous publient 250 pull requests tous les jours. Et donc, il y a les possibilités de pouvoir mettre un petit peu en pause les pull requests. Alors, je ne sais pas si ça met en pause le fait qu'on n'ait plus le droit de publier une pull request ou si ils sont mis dans une sorte de corbeille. Gérald, en fait, tu n'as plus le droit de publier. Enfin, il n'y a que ceux qui ont contribué au repository dans le passé qui ont le droit de faire des pull requests. En fait, ils ont fait ça pour le Oktoberfest, qui avait énormément de spam dans les premiers jours. Là. Et d'ailleurs, Oktoberfest, ils ont changé leurs règles pour essayer d'éviter ça. Là. Mais en gros, ça, c'est tu bloques le repository aux contributeurs externes pour un mois ou pour 3 jours ou pour la période que tu veux. Ça évite de pouvoir d'être trop pollué, quoi. C'est ça, parce que si vous regardez un peu sur Twitter, là, tous les gens qui se sont plaints il y a un hashtag Oktobershit ou un truc comme ça, là, pour plein d'exemples de pull requests totalement inutiles, juste pour que certains aient leur t-shirt à la fin du mois, quoi. C'est assez lamentable de voir ça, mais... Pull request, oui, j'ai rajouté un S. C'est exactement ça, où j'ai rajouté un texte qui n'a même pas de rapport avec le contenu du fichier, ou ça. C'est juste, les gens font des pull requests dans des repositories publics pour en avoir 4, là, alors qu'ils pourraient créer un repo personnel et faire des pull requests dedans, ça marche pareil, là, pour leur t-shirt. Mais bon, bref. Ok, je reviens sur Edge. Il y a eu, je ne sais plus qui a fait, c'est concernant la part de marché de Edge, donc c'est la part de marché sur desktop. Donc on a toujours Chrome qui est à peu près à 70% de part de marché, et on a Edge qui arrive à 9% et qui passe devant Firefox, qui lui est à 7% et qui diminue un petit peu. Donc, si on considère le moteur Chromium, on voit que Chromium est à 79% de part de marché. Je ne sais pas si quel est votre navigateur préféré. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent encore, Firefox? Alors, du coup, moi, personnellement, je suis passé de Firefox à Edge. Sur sur le perso. Edge Chromium, ouais. La dernière version, ouais. Et du coup, Firefox, de ce que je comprends, la fondation Mozilla, du coup, est plutôt mise à mal par rapport à ça. Ouais, ils ont un petit peu... Edge aussi, il y avait une fonctionnalité, et je pose la question aussi, parce que je suis dans ma phase poser des questions. Il y avait une fonctionnalité que j'aimais bien dans Firefox et que je n'avais pas trouvée. Il y a une extension dans Firefox qui permet de surfer avec des users différents. Je n'ai pas retrouvé ça ni dans Chrome forcément, ni dans Edge. Dans Edge, tu as ça. Ça s'appelle les profils. C'est des profils, ouais. Oui, mais les profils, tu dois changer. Tu ne sais pas avoir dans les mêmes onglets, on va dire, dans la même fenêtre. Sur Firefox, il y a moyen de faire ça, d'avoir 2 onglets. Et donc, le premier se trouve avec le user 1, le deuxième avec le user 2. Visuellement, je pense que c'est possible, ouais. Ouais, effectivement. Continuer avec mes 2 profils. Dans la série des sondages ou des rapports mensuels, on a le rapport mensuel de TIOB sur la popularité des langages qui a été paru pour le mois de septembre, qui datait de début octobre. On a toujours le C qui est en tête, suivi par Java, qui est talonné maintenant par Python, qui devient de plus en plus populaire. On a C++, C# et, chose que je trouve assez amusante par rapport surtout au profil des développeurs en France, on a Visual Basic.
et je parle bien de Visual Basic.NET, qui est devant JavaScript et PHP. Ce qui est un peu... moi, ce qui me semble un petit peu étrange, parce que quand on regarde un petit peu partout, on voit du JavaScript de partout, et on voit très peu de VB. Bon, je sais pas ce que... Visual Basic ou du VBA? Non, du Visual Basic. Du Visual Basic, ouais. Ouais, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Bon, c'est toujours pareil, moi, ce genre de sondage, bon, je trouve ça drôle, mais ça permet uniquement aux trolls de se réveiller, et puis voilà, quoi. Maintenant, il y a peut-être 2-3 grosses sociétés qui utilisent toujours des applications en Visual Basic, et du coup, ça fait remonter sur la France ce genre de pourcentage. Bah, Les banques, j'imagine. ouais. Ouais. T'as pas COBOL dans le bazar? Peut-être, mais pas dans les 10 premiers. Ah, c'est pas les mêmes banques. Pour revenir à GitHub, ça c'est Laurent qui m'avait mentionné ce tweet de David Foller concernant la navigation dans GitHub. Maintenant dans GitHub, on peut naviguer entre les différentes parties de son code. Tu peux nous expliquer, Laurent? C'est toi qui en fait, c'était déjà actif pour certains langages, je crois JavaScript, Ruby ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont créé un système d'analyse de langage qui s'appelle Tricitter, si je me rappelle bien. Et ils ont porté sur C#. Ils sont en train de le faire évoluer assez rapidement là, sur C# 9. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre code, quand vous le committez, c'est pas juste du texte dans Git. Il est aussi analysé syntaxiquement. Et donc ils sont capables de reconstruire des possibilités de bouger sa souris au-dessus d'un nom de classe, par exemple, qui est référencé d'une classe à une autre classe. Vous pouvez cliquer sur ce nom, il va vous ouvrir le fichier, vous permettre de naviguer sur le fichier où cette classe est déclarée, quoi. Donc ça permet de naviguer dans le code à travers GitHub et l'interface sur son site web. Alors moi j'ai essayé de le faire. C'était actif sur ASP.NET Core, je l'ai vu. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ça a été désactivé entre-temps, il n'y avait plus accès après. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé depuis la semaine dernière. Mais... Moi, j'ai regardé lundi sur des projets, mais qui n'étaient pas du tout en ASP.NET Core, et donc ça ne fonctionnait pas. Et j'ai vu qu'effectivement, ce serait peut-être que sur ASP.NET Core dans un premier temps. Je ne sais pas si ça va évoluer. En tous les cas, ils sont en train de travailler dessus, quoi. En fait, c'est ouvert pour tous les trucs C#, quoi. Mais ça prend du temps à être déployé, quoi. Ouais. J'ai l'impression que la feature, moi, je l'ai vue dans mon browser sur mon compte. Sur le site, enfin sur le repo .NET ASP.NET Core, et depuis quand j'y vais, il n'y est plus. Donc je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes, ils l'ont désactivé, quoi. Je sais pas. Je l'ai même vu sur un ou deux repos de chez moi, mais ça, il n'y a plus non plus. Bien, dans la série ARM, je ne sais pas si vous avez vu, c'est de la semaine dernière, c'était mercredi dernier, Microsoft, il y avait une annonce avec une nouvelle surface qui paraissait, notamment on a la Surface Pro X sous ARM qui est arrivée. Ils en ont profité pour annoncer également que maintenant ils peuvent également émuler les applications en 64 bits, où ils vont bientôt les activer. Donc, on aura les applications 32 et les applications 64 bits qui pourront être émulées sous ARM. Alors, je ne sais pas au niveau performance ce que ça donne. Est-ce que quelqu'un a déjà eu entre les mains une Surface Pro X pour voir ce que ça donnait? Non. Je ne sais pas au niveau des ventes si c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais bon. Ils travaillent dessus, et puis il y a surtout Apple qui travaille ardemment aussi là-dessus, quoi. Ouais. Et apparemment, c'est uniquement pour les constructeurs cette version de Windows qui supporte ARM. Enfin, d'après l'article que j'avais lu, ça sera pas une version. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est pas une version Windows 10 classique qu'on peut télécharger et installer soi-même. D'accord. C'est dommage. Semaine dernière. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a eu un gros plantage au niveau de Microsoft Azure.
C'était, je ne sais pas si vous l'avez subi ou ça concernait essentiellement l'Active Directory, d'après ce que j'ai compris, enfin l'authentification qui ne marchait plus sur l'ensemble de leurs serveurs, et puis c'était véritablement worldwide. Pendant plusieurs jours, ils ont eu des gros problèmes à ce niveau-là. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont joué de la transparence complète, et où il y a un article complet sur qu'est-ce qui s'est passé et comment ils ont résolu le problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins on sait ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des problèmes qu'ils ont avec les sociétés, dans le sens où ils garantissent une disponibilité de 99,99% de leur application, et quand ils ont un problème comme ça, je ne sais pas s'ils font une ristourne au niveau de la facture en fin de mois, quoi. D'après ce que j'avais compris, tu as une sorte d'avoir pour les factures suivantes, quoi. Ils ne donnent pas de l'argent, ils ne sont pas complètement idiots non plus. Mais donc, tu récupères sur les factures suivantes. À mon avis, ça doit se négocier parce qu'ils veulent expliquer que c'était complètement haute, que tu n'avais pas accès. Ça doit être compliqué, j'ai l'impression. Ils ont fait une mise à jour, ils sont revenus en arrière. Ça a duré quand même quelques temps. Ouais. Alors, bien sûr, il y a tous les trolls qui étaient là en disant vous voyez, il ne faut pas aller sur le cloud parce que vous êtes complètement dépendant. Et moi, j'ai vu passer aussi des gens qui disaient mais comment ça se fait, c'est pas testé ce genre de choses et des choses pareilles. Il y a une chose quand même à savoir, c'est que faire une mise à jour d'Azure, oui, on peut tester peut-être sur un système ou une région minimum, mais si on veut vraiment à un moment donné faire le test, Azure, c'est mondial, quoi. Donc, il n'y a pas d'environnement d'acceptance d'Azure pour dire tiens, je vais essayer pour voir ce qui va se passer sur cet environnement-là. Donc forcément, il y a des tests minimums à mon avis qui sont effectués, puis à un moment donné, c'est hop là, on prie et puis on verra ce qui se passe. c'est pas de l'intégration. Ils ont mal prié, oui. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont été virés depuis, je sais pas, ils ne donnent pas dans l'article le nombre de morts qu'il y a à la fin. Non, c'est les femmes de ménage qui ont été virées aussi. Ah, peut-être, ouais. Non, le système fonctionnait encore, sinon tout serait éteint aussi. Dans la série conférence, on a une conférence qui va avoir lieu, alors c'est le 15 et 16 octobre prochain, donc la semaine prochaine, qui est organisée par le site C# Corner, donc une .NET Virtual Conférence, donc sur 2 jours, où il y a pas mal de conférences, de sessions qui sont intéressantes. Qui traite aussi bien de .NET Core que de l'intelligence artificielle avec ML.NET, les bot framework, les Azure Cognitive Services. On a bien sûr du Blazor pour faire plaisir à Christophe qui n'est pas là, du Kubernetes, etc. Bref, donc c'est une conférence qui est gratuite en ligne, qui aura lieu donc la semaine prochaine du 15 au 16, et pareil, je vais vous mettre le lien dans Ensuite, pour faire de la publicité à un autre podcast que l'on connaît bien ici, qui s'appelle Visual Studio Talk Show, animé par des Québécois, avec Guy Barrett, et puis l'autre, c'est Marc, je ne sais plus. Non, c'est pas Marc. C'est pas Marc? Je ne sais plus non plus. C'est Guy Barrett, et bon, bref. On va te le dire tout de suite. Donc, juste pour annoncer que maintenant, ça y est, Mario Cardinal. Mario Cardinal, que leur podcast est maintenant disponible sur Spotify. Voilà, faire un petit peu de publicité pour leur podcast, c'est toujours très intéressant. Ouais, le dernier podcast est sur le développeur Velocity. Ils ont interviewé Alexandre Brisebois. En général, c'est des Canadiens souvent qu'ils interviewent, ou des Québécois. Donc voilà. Mais sinon, ils sont venus aussi avec nous une fois. On avait fait, je crois qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, Richard, je ne sais plus. Oui, il y a 2 ans, pas la build dernière, mais celle d'avant, oui. Ouais. On avait, c'est ça, on avait repris les actualités. Je ne sais plus de quel événement non plus, de la build, je pense. On avait passé son temps à discuter un petit peu de tout ça. C'est sympa. Ouais.
Avant-dernière annonce, concernant NVIDIA, ils sont en pleine bourre en ce moment. Ils ont fait tout un tas d'annonces dernièrement. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Une première concernant leur Jetson Nano qui passe en 2 gigabits. Donc c'est un petit ordinateur monocarte qui est semblable un petit peu avec les Raspberry. Mais qui intègre à l'intérieur un moteur un computer de GPU d'intelligence artificielle, et il est fourni notamment avec c'est Open, je me souviens plus du nom exact, celui qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Et donc faire un petit outil qui permet, un petit moteur qui permet de détecter les gens, de les reconnaître, etc. Ça se fait très facilement. Et leur petit outil, leur petite carte, là, elle coûte que $59. Donc c'est assez sympathique. Et dans la deuxième nouveauté de chez NVIDIA, on avait parlé ici de leur outil qui permet d'éliminer les sons parasites si l'on avait une carte NVIDIA sur sa machine. Et bien, ils ont annoncé le projet Maxine qui permet de faire de diminuer la bande passante des vidéos en streaming. Donc le principe il est relativement simple, c'est-à-dire que vous avez votre vidéo. Au lieu de retransmettre le flux complet de votre vidéo, il va retransmettre uniquement les points qui ont bougé au niveau de votre tête ou de votre bouche, ce genre de choses. Donc au lieu d'avoir un bitmap qui est transféré, c'est uniquement une série de points. Et donc eux, de leur côté, dans leur cloud, ils se chargent de faire la transformation de votre visage pour correspondre à ce que vous avez fait. Donc c'est assez impressionnant. Dans les démos, il y a notamment la possibilité, si vous êtes de côté quand vous faites votre conférence, il retravaille votre visage pour que vous soyez de face automatiquement. Ou alors, on parlait de Yoda, ils prennent dans la démo, ils prennent une puppet, donc une poupée d'extraterrestre. Et au lieu d'avoir de votre face, c'est un extraterrestre qui remplace votre visage, quoi, avec toute votre animation, etc. Bon, c'est assez drôle, mais pour l'instant, c'est encore en bêta, mais c'est pour montrer que NVIDIA est vraiment fait beaucoup de recherches au niveau du traitement en intelligence artificielle, et surtout avec du concret. Et la dernière chose concernant NVIDIA, c'est que aussi leur moteur Triton ONNX Runtime Stack est maintenant présente sur Azure Machine Learning et qui va être utilisé pour le correcteur orthographique de Word, tout simplement. Donc voilà concernant NVIDIA. Et maintenant les deux dernières informations qui sont plutôt dans la série du n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un développeur, enfin il y a une personne, on va dire, qui s'est vanté sur le net d'avoir pu récupérer le code source de Windows XP et d'avoir réussi à le recompiler, etc. Donc tout le monde criait à la faille de sécurité au niveau de Microsoft, on peut récupérer le code source, etc. Bon, faut savoir que le code source de Windows XP, si par exemple vous êtes MVP, vous y avez accès. Donc c'est pas quelque chose qui est ultra secret chez Microsoft, quoi. Et enfin, toujours pareil, dans la série des n'importe quoi, un article qui montrait que les développeurs gèrent un volume 100 fois plus important maintenant qu'en 2010. Et que voilà, bon, c'est intéressant, quoi. Pardon ? Un volume de quoi ? Le volume de code. Donc je pense que c'est les lignes de code qui sont de plus en plus importantes. C'est des bits du texte, donc. Ouais, bon, je vous avais dit, c'est dans la série des grands n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi par rapport à Windows XP,
Il me semble qu'ils ont trouvé dans le code un mode dark, je crois, derrière, ou un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient fait un preview grâce au code source. Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous, de votre côté, moi, c'est tout ce que j'avais vu, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Non? Bon, bah écoutez, je vous propose. Oui. Hier, je ne sais pas si vous connaissez dans le domaine de l'IoT, il y a un rapport qui est assez connu par MS, IT Signals. Hier, ils ont publié la deuxième version de ce rapport-là, qui correspond à l'analytique de tout 2020 et les projections business de l'IoT pour les mois à venir. Voilà, c'était un peu l'info importante dans l'IoT. D'accord. Bien, écoutez, c'est tout pour les actualités. Je vous propose qu'on passe à la suite. Et pour la suite, je vais passer la main à Damien, qui va pouvoir nous parler du Host Builder. Yes, la relation entre Host Builder et .NET Core. Du coup, normalement, si je fais ça, vous devrez pouvoir voir mon écran. Ouais. Ok, nickel. Donc du coup, l'idée, c'est d'expliquer grosso modo. Donc, si je vous dis Web Host Builder pour ceux qui connaissent ASP.NET Core, ça doit leur parler. Et du coup, qu'est-ce qu'un Host Builder derrière et comment l'utiliser surtout comme pour l'utilisation d'applications console. Donc là, ici, pour ceux qui font de ASP.NET Core, ils connaissent très bien les fonctionnalités, ce qu'on peut faire avec. Donc, il y a la gestion de dépendance, la gestion de variables d'environnement, les app settings, configuration d'application sur les logs, les services, etc. Enfin, plein de petites choses qui sont faites plutôt nativement et qui sont vraiment utiles en tant que nous, en tant que développeurs. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir la même chose pour les applications console. Donc, à un moment donné, j'ai cherché ça pour une application. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Voilà. Donc, du coup, ici, voici ce qu'on avait dans la version 2.1 de .NET Core. On a dans le programme en CS, lorsque vous générez un nouveau projet ASP.NET Core, vous voyez, donc il y a le Create Web Host Builder qui est mis en place avec un eWeb Host Builder. Et dedans, on voit bien que le startup est initialisé par rapport à l'appel de la méthode Default Builder par rapport au web host, sur le web host. Ça a changé pour la version 3.1. Ici, ce n'est plus le web host qui est utilisé, c'est directement le host. Donc, on a directement un host, un Create Default Builder, qui lui va appeler un configure web host defaults. C'est là qui va nous intéresser. Parce que du coup, ici, dans le programme.cs en ASP.NET Core, ça fonctionne nickel. Mais nous, ce qui nous intéresse pour les applications console, c'est grosso modo ce qu'on a sur ASP.NET Core sans Kestrel qu'il y a derrière, sans la partie web. Donc du coup, ce qui nous suffit, grosso modo, c'est de retirer le configure web host defaults qui est mis en place et au final avoir quelque chose un peu comme ça. Donc du coup, on va remplacer ce qu'on avait avec le web host defaults par un use console lifetime et un configure services. Alors, le configure services permettra justement de déterminer, de mettre en place notre classe. Donc ici, c'est la classe, de façon à pouvoir lancer notre application, tout simplement. Au niveau de l'implémentation, on a deux façons de faire. Donc, soit on inhérite de background service, soit on inhérite de iHost service. Donc, background service, sachant que lui, il hérite de iHost service. Donc, ce qui permet justement d'avoir une façon différente de gérer notre application, si vous voulez avec un start et un stop, ou si vous voulez tout simplement un thread, un execute à 5 qui tourne, et puis tout va bien. Ici, un exemple d'implémentation, du coup. Alors, on a notre classe, c'est la classe qui hérite de background service. Ici, on a déjà l'injection de dépendance qui est mise en place, parce qu'on l'avait mis en place dans le configure service dans le add service. Donc, on le voit sur la partie droite. Dans la partie droite, j'ai ajouté comme service le add Trojan qu'on a vu la semaine dernière. J'ai rajouté la classe Adalas. Et du coup, dans la classe, je peux créer un scope
Normalement, je devrais pouvoir créer un petit pointeur. Je peux créer un scope ici qui, lui, va permettre de créer un nouveau scope encore afin de pouvoir gérer la classe Labs. Alors, pourquoi je crée un scope? Parce qu'en fait, on est déjà dans un scope ici, parce que la partie injection de dépendance, tout ça est mis en place. Tout simplement parce que moi, dans mon exemple, dans mon application, derrière, j'ai une base de données qui est gérée avec Entity Framework. Et pour ça, le problème, c'est que le scope, il a besoin d'être initialisé régulièrement. Donc à partir de là, j'ai besoin d'avoir un scope, un autre scope qui est recréé en dessous, parce que du coup, c'est un scope genre Singleton, entre guillemets, qui ne change jamais, et ça, Entity Framework n'aime pas. Donc du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui est recréé un scope derrière afin de pouvoir faire fonctionner correctement. Parce que juste une question bête, hein, parce que moi, .NET Core, pour l'instant, c'est pas encore ma tasse de thé. Ton execute async, il est exécuté quand? Il est rechargement de l'application. Alors, en fait, ici, lorsque j'ai mon add host service, donc du coup, j'ai mon create host builder dans le programme, au moment du build et run, c'est ici que l'execute async va être exécuté. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc grosso modo, c'est comme ça que ça se fait. À partir de là, vous avez votre application console qui contient toutes les fonctionnalités d'ASP.NET Core que l'on connaît. Par rapport à ça, il y a peut-être 2-3 petits types à connaître, notamment le variable d'environnement. Donc, quand on a ASP.NET Core, lorsqu'on veut savoir si on est en développement, staging, production, etc., on utilise la variable d'environnement ASP.NET Core Environment. Ça fonctionne très bien, on l'a défini. Voilà. Le problème, c'est que dès qu'on va retirer le web host, la gestion du web, ce ne sera plus la variable d'environnement ASP.NET Core Environment, ce sera la variable .NET Environment qu'il faudra prendre en compte. Voilà. Et ce qui permet justement, dans tout ça, lorsque vous allez utiliser votre méthode avec l'interface eHost Environment, vous voulez savoir si on est en développement ou en production ou en staging, du coup, ça va se caler sur ces deux variables-là selon le contexte où vous êtes. Donc ça, c'est un petit type intéressant à savoir, parce que j'ai un peu fouillé pour le trouver, celui-là, notamment dans le code source. Alors du coup, ici, un exemple de mon application que j'ai fait, qui est actuellement en production d'ailleurs. Grosso modo, j'ai une API que vous voyez ici. L'API, c'est un ASP.NET Core classique, tel qu'on connaît. J'ai un Kafka ici qui tourne. J'ai un updater ici qui tourne. Donc tous les deux, ce sont des applications console avec un background service derrière. La différence, c'est que dans le Kafka, c'est un consumer qui attend. Et dans l'updater, c'est un cron qui va tourner tous les X temps. Et derrière, j'ai un dossier common qui contient tout le corps, un projet qui est tout le corps de mon application, avec les settings dans un répertoire spécifique, et les trois, donc mon ASP.NET application et les consoles d'application, sont branchés sur ce corps-là. Et tous fonctionnent indépendamment, tous fonctionnent branchés sur le même code source. Comme quoi, effectivement, tout, enfin voilà. Donc ça veut dire que tout est mis en place. Donc à la base, je l'avais codé pour l'API, donc en ASP.NET Core. Et lorsque j'ai transvasé tout dans un répertoire commun et j'ai remplacé tout, tout fonctionnait. Et ça, c'est plutôt cool. Et je pense que ça peut être super utile pour certains qui veulent justement un peu merger leur code là-dessus. D'autres petits tips par rapport à ce genre d'architecture, par exemple. Donc, les différences de version, c'est classique pour tout ce qui est projet commun. C'est que quand vous mettez à jour une version quelque part, il y a forte chance que vous devrez mettre à jour tout ce qu'ils vont utiliser cette partie-là. Et les offsetting, qui est un peu tricky, malheureusement, c'est le seul point qui est un peu tricky et que pour l'instant, je n'ai pas cherché à améliorer plus que ça, mais la façon dont je l'ai faite, ça fonctionne. Donc, ici, un exemple, c'est que l'offsetting, par défaut, lorsque vous avez une console d'application, donc du coup, par rapport à l'architecture que j'ai mis en place, je précise. Lorsque j'exécute, elle n'existe pas, il faut que je précise où se trouve l'offsetting, donc ce qui est normal. Du coup, je précise dans mon CSProj où se trouve mon offsetting. Donc, chaque CSProj de chaque console d'application. Donc, du coup, au moment du déploiement, il va prendre les offsettings, il va les déployer. Donc, ça fonctionne nickel.
Un autre bémol de ce côté-là, c'est que lorsqu'on veut lancer en local, en debug, bah, il ne va pas chercher à déployer. Donc, il ne va pas chercher à copier les fichiers comme je l'ai précisé ici dans le CH proche. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait un petit truc un peu tricky. Donc, j'ai rajouté un petit bout de code dans Configure App Configuration qui permet justement d'aller chercher des app settings au bon endroit uniquement si en développement. Donc, du coup, j'ajoute manuellement mes fichiers JSON, les app settings JSON dans mon application uniquement pour la partie développement. Ça, à la limite, de la méthode de créer des default builder, de définir le répertoire en tant que répertoire. Et donc, de créer default builder, pour moi, il définit le répertoire root et il va chercher les settings dans ce répertoire-là. Oui, bah justement, mes settings ne sont pas sur le répertoire root, ils sont dans un répertoire commun, dans l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt ici. Voilà, donc ils sont dans le common/settings. Et c'est ça qui fait le truc un peu tricky. Effectivement, si après vous bougez vos settings à la racine de votre application console, il n'y aura pas de souci, tout devrait bien fonctionner. Voilà. C'est juste dans mon cas de figure, ce cas-là, dans mon exemple que j'ai donné avec le trou commun. Voilà. Mais sinon, à part ça, voilà, à part ce petit truc-là, j'ai mes configurations des services et roule ma poule. Juste une remarque par rapport à ce que tu dis ici. Oui. Il y a une chose que moi je fais et que du coup je ne fais pas par rapport à ce que tu fais là. J'utilise pas l'environnement à ce niveau-là, mais je mets un app settings. Moi je mets un tiret, mais un tiret au point, peu importe, avec le nom d'utilisateur. Ce qui permet à l'utilisateur d'avoir ses propres paramètres et de ne pas venir nécessairement. Donc s'il a sa propre DB locale avec laquelle il veut travailler, il peut mettre ça directement dedans, quoi. Bon, maintenant il y a les variables d'environnement, comme tu me l'as dit, qui sont probablement mieux, mais ça lui laisse le choix d'avoir son propre fichier de config avec son propre nom sans venir emmerder le développeur du voisin et de modifier les paramètres du voisin, quoi. Parce qu'en général, il oublie et ça remonte dans le serveur, enfin sur le Git. Ça, c'est vrai, mais c'est un bon point, oui, en effet. Bah, ça peut être utilisé sur tout type de projet, j'imagine. Généralement, par la configuration par défaut, quand tu crées ton projet, tu as le développement, staging, production, qui permet justement de gérer ces trois cas-là par défaut. Mais après, rien ne t'empêche effectivement de modifier un peu le tout et d'adapter selon votre... La seule chose que nous on fait, c'est que donc on fait par utilisateur dans l'environnement de développement, donc tiret et le username de Windows, et les environnements, donc comme tu as mis ici, de staging, de production et autres, eux, moi je fais ça, c'est uniquement par Azure DevOps, donc par déploiement, et ils ne sont pas modifiés dans le code. Donc le développeur ne connaît pas non plus les paramètres sauf s'il va voir dans Azure DevOps qu'on lui donne des droits, mais il ne connaît pas les paramètres de la DB de production ou de la DB d'acceptance ou quoi que ce soit. Nous, on fait un peu comme toi, Denis, sauf que personne ne connaît en fait les parce qu'on les met dans un key vault sur Azure. Du coup, même le DevOps ne sait pas quelle est la vraie chaîne. Ce genre d'information, de notre côté, c'est uniquement dans variable d'environnement, mais pas dans l'app setting du coup. Vu que l'app setting, en plus, c'est sur un repository, GitHub entre autres. Et à partir de là, il y a toujours un risque de sécurité. Donc, effectivement, les informations importantes, on les laisse en variable d'environnement et on va les lire plus tard dans l'application. Je pense que c'est effectivement mieux, ou un key vault, effectivement, si on en a à disposition, mais c'est effectivement mieux que de mettre directement dans le... En tout cas, pour les paramètres d'acceptance, de production, ça c'est clair. Ouais. Pour le développement, tu as aussi les user secrets en .NET Core. Oui. Bon, après, il faut voir ce qu'on veut mettre, enfin la complexité qu'on veut laisser. Si l'utilisateur doit commencer à exécuter 25 milliards de soft pour arriver à mettre juste un accès à une base de données, c'est parfois plus compliqué. Mais oui, ça dépend le niveau de sécurité qu'on va appliquer, en gros. Donc voilà, donc du coup, je vous invite, du coup, si vous avez des besoins de créer une application console, faites-le. C'est pas super compliqué, en même temps, c'est super utile. On retrouve ce qu'on connaît dans SPNet Core et vu que j'ai un peu fouillé pour faire ça, je me suis dit que c'est peut-être intéressant de le partager à tout le monde. Mmh. Et ça pourrait s'appliquer également à des applications autres que console, des applications, je pense à des applications WPF. Alors effectivement, la semaine dernière, vous en avez parlé, je pense que oui. Oui, bien sûr. Oui. J'ai fait un post là-dessus, Richard. Oh, ça y est. Non, mais tu as posé la question la semaine dernière. Et effectivement, moi, j'ai un post sur mon blog qui explique exactement ce que tu viens de montrer, Damien, sur une application WPF, quoi.
Et ce que j'ai réussi à faire aussi, et c'est ça qui c'est vraiment super intéressant, cette idée de host, et surtout le fait qu'il est généralisé, ils sont partis que du WebOps, et qu'il est généralisé en host, c'est que tu peux l'appliquer à différents types d'applications. Donc j'ai réussi aussi à créer une application WPF, qui est en même temps une application ASP.NET Core. Et donc, je suis capable de lancer mon application. L'utilisateur va créer une application WPF, qui interagir avec, et je peux l'appeler à travers des REST API. Et ça, avant, c'était vraiment super difficile à faire. Et là, en .NET Core, c'est super simple grâce au host. Ouais. Cool, ouais. Il y a un petit truc aussi qui est appréciable, c'est qu'en général, quand les gens font des applications console, ils gèrent jamais le CTRL-C, par exemple, qui tue l'application. Là, avec le host, en fait, tu as le stopping, le cancellation token qu'on te passe là, dans le start ou stop, là. Donc, qui permet de gérer ça automatiquement, là, sans que tu aies besoin de racheter du code pour le gérer. Là. C'est ça que tu as une application console ou un service Windows ou n'importe quelle façon d'hoster ton service. Là. Il y a juste à passer le cancellation token à toutes tes requêtes à 5. Mais à partir de là, oui, c'est plutôt cool, cette fonctionnalité. C'est facile. Ça. Ok. Bon. Écoutez, merci Damien pour cette présentation. Il va falloir vraiment que je me mette à .NET Core un de ces jours. Moi, j'attends que la version 5 soit vraiment parue pour voir si on va y passer ou pas. Pour finir, je vous avais demandé la semaine dernière quelles étaient les différentes extensions que vous utilisiez avec Visual Studio. Donc j'ai eu quelques personnes qui ont répondu. Personnellement, j'ai commencé par moi-même. Donc personnellement, moi j'en ai que deux. Une importante qui est le fameux ReSharper. Je crois d'ailleurs que ce serait peut-être intéressant un de ces jours qu'on fasse une démo de ReSharper complète pour voir quels sont véritablement les avantages de cet outil qui, alors généralement on dit oui ça fait ramer Visual Studio, mais personnellement peut-être que ça me fait perdre quelques millisecondes, mais globalement au niveau du développement ça me fait gagner des jours entiers de développement. Et le deuxième outil qui lui aussi est payant, parce que ReSharper est payant, c'est NDepend par notre ami Patrick Smakia, donc qui permet d'analyser le code et de voir où il y a des points sensibles à l'intérieur du code et à corriger, à détecter et à corriger. L'utilise voilà. Dans Visual Studio, pas en externe. Non, j'utilise de deux façons, soit pour moi c'est sous Visual Studio, et après dans la société où j'interviens là, on a la version aussi sur le builder, sur l'intégration continue, donc qui permet de générer les rapports automatiquement, quoi. Ensuite, il y a John. Qui est là, oui, qui donc dans les différents compléments outils qu'il utilisait, donc il a Cloud Explorer, il a les GitHub extensions pour Visual Studio. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte de plus. On pourrait peut-être code review pour le request, par exemple. C'est ça, ouais. Visual Studio IntelliCode qui lui te permet. En fait, c'est des extensions c'est des services qui avant étaient par défaut dans Visual Studio qui aujourd'hui sont sous forme d'extension. Je ne sais pas si tu voulais qu'on les énumère tous. Oui, non, mais tu avais tes templates pour les .NET Core 3 REST API, donc qui te permettent de générer. Ouais, dernièrement, j'ai dû faire pas mal d'API et du coup, je me suis créé une extension qui permet de créer les projets de type REST API par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Du coup, voilà, c'est un template qui construit la solution comme il faut, avec l'injection de dépendance, la bonne gestion des.
C'est ce qui te permet de faire de générer au démarrage la bonne architecture, j'allais dire, de ton application. C'est pas après, pendant la vie de développement de l'application, de servir la possibilité de rajouter des nouveaux API ou ce genre de choses. C'est vraiment au début, quoi. La solution avec une certaine découpe, ça config aussi le versionning de Swagger pour prendre en compte le vrai versionning de REST API, la génération de docs automatiques à partir des commentaires, etc. Les tâches un peu répétitives que tout dev doit faire, mais voilà, c'est fait d'un coup par le template, puis après on oublie. D'accord. Après, bon, ça c'est bien spécifique. Tu as Azure IoT Edge Tools pour Visual Studio 2019. Ça, c'est pour ceux qui font de l'IoT, j'imagine. Ouais, c'est très orienté. Pour le coup, c'est très IoT Edge. Ça sert qu'à ça. Il y avait également LiveShare. Bon, LiveShare, on en a parlé tout à l'heure. Donc, toi, tu l'utilises beaucoup avec tes collègues ou... Avec une équipe, oui. Mais c'est marrant. Ça a vraiment pris avec juste une des équipes qui. Moi, je suis basé à Anglet. Mais j'utilise avec une équipe de Paris et ça passe très bien. Mais avec les autres équipes, je sais pas, ça accroche pas. Donc voilà. Avec une équipe, je m'en sers beaucoup. Et vous faites quoi avec? C'est de la revue de code ou c'est C'est souvent des revues de code. C'est revue de code ou question-réponse. Au lieu d'envoyer des screenshots par email ou des trucs comme ça, on se fait un live share, on rate le truc ensemble. Puis... Et avec les autres équipes, c'est quoi? C'est du Teams en partage d'écran ou vous le faites pas? C'est la plupart du temps en Teams avec partage d'écran. Parfois, c'est des mails avec des screenshots, mais ça, j'ai Ça marche aussi, hein? Ça marche aussi, ouais. Ouais, mais c'est pas interactif du tout. Donc, on pourrait faire des gifs animés au moins dans le mail. Hein. Et puis, il y avait Open Command Line. Ouais, c'est un petit utilitaire qui te permet d'ouvrir l'éditeur de commande à l'intérieur où tu as fait le clic droit sur la solution. Moi, j'ai ça aussi, ouais. Et je l'utilise franchement souvent parce que du coup, il y a un raccourci clavier, je crois qu'il est par défaut, le Alt-Tab. Donc, quand tu te trouves sur un projet Alt-Tab, ça t'ouvre une ligne de commande directement là où tu es, quoi. Dans le dossier dans lequel tu es. C'est cool. C'est le genre d'extension qu'on pense jamais vraiment utiliser, mais au final, on finit par utiliser super souvent. Ouais, on est habitué, ouais. Enfin, qu'on s'en rappelle et puis qu'on est habitué, ça marche bien. Ouais. Ok, ensuite j'avais Damien qui, lui, il en a pour toutes les couleurs, donc avec Visual Studio Color Output. Oui, que Denis utilise aussi. Donc en fait, c'est simplement ça rajoute des couleurs dans la fenêtre Output lorsque vous faites des compilations. Donc vous pouvez voir directement les erreurs en rouge, par exemple. C'est pas bête. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une extension qui se laisse oublier parce qu'on l'installe. Et puis on s'y habitue entre guillemets aux couleurs et franchement c'est vachement cool parce qu'au moins on voit en vert, en rouge, enfin ça ressort nettement plus que du gris. Quoi. Et puis dans la série des porteurs de lunettes, il y avait le Trailing White Space Visualizer, donc pour voir j'imagine les espaces. C'est ça, donc si par exemple en fin de ligne on a un tab ou un espace, il va apparaître en rouge dans le code et on peut voir qu'il y a des espaces entre deux lignes. Bon, c'est plus mon côté méticuleux qui fait que j'ai installé quoi. Donc je vous mets tous les liens dans le chat. Hein. Est-ce que tu utilises Git? Parce que j'utilisais aussi cette extension et il y a aussi une version où quand tu sauves, il te les efface directement. En fait, j'ai découvert il y a quelques mois que tu peux configurer Git pour qu'il le fasse automatiquement pour toi. Donc il n'y a même plus besoin d'y penser. Ah, ça c'est intéressant ça. Si tu as un lien, tu peux aussi le mettre ici sur le Slack. Ouais, je suis d'accord. Tu peux aussi il y a une extension aussi qui supprime qui formate ton code à chaque fois que tu le sauvegardes. Donc, normalement, les training whitespace, ça fait partie de ton coding style, donc ils doivent être supprimés automatiquement si tu as besoin. Oui, ça tu l'as dans Visual Studio Code. Ouais, tu l'as dans Visual Studio aussi. Ouais. Nativement. De toute façon, ça dépend aussi de qui fait du code, parce que tous les développeurs n'ont pas la même extension, donc tu risques tout de même de te récupérer du code avec des espaces en fin de ligne. Ouais, mais ça, en fait, tu mets un éditeur config à ta racine, tu dis qu'il n'y a pas de, t'as pas le droit de training whitespace, tu mets .NET format --check dans ton CI au besoin, et puis
t'es tranquille. Là, au pire, si jamais ils n'ont pas leur extension, ils vont vite la prendre. Après, il y en a un, alors lui, je ne connais pas du tout, Viasphora. Alors, Viasphora, c'est pour que les accolades ouvrant et fermantes soient de la même couleur. Donc, si tu as plusieurs accolades qui se suivent, bah, tu peux voir laquelle est ouvrante, laquelle est fermante grâce aux couleurs. D'accord. Donc, si tu as un if, la première accolade sera en vert et l'accolade fermante du if sera en vert. Si dans ton if, tu as un deuxième if, bah, l'accolade du deuxième if ça sera en rose, par exemple. C'est beau pour les arcs-en-ciel, ça. C'est pour du code dirty, ça. Oui, quand tu as 15 if, C'est les accolades, 15 et c'est bon pour les fabriqués. parenthèses aussi, et c'est des fois vachement utile. Hein. Il met plein d'autres couleurs aussi sur d'autres. Il n'y a pas que les accolades, hein, je pense. Les accolades, c'est une fonctionnalité. Après, il y a. Mais je me demandais si ça ne rentrait pas en conflit, parce que dans Visual Studio 2019, je ne sais pas si c'est la dernière version, on peut rajouter un mode visuel dans lequel il met des mots-clés avec plus de couleurs, un peu à la VS Code. VS Code est beaucoup plus coloré que Visual Studio de base, quoi. Et cet outil-là, cette extension-là, faisait ça aussi. Donc, je ne sais pas si ça rentre en conflit ou pas. Moi, je l'ai désactivé pour finir parce qu'il y avait juste que les accolades pour finir qui manquaient. Donc, ça faisait un peu léger, mais c'est tout. Mais ça marche bien. J'en ai 2 autres à proposer, si c'est possible. Ouais, je finis avec Damien. Il n'en avait plus qu'une qui m'amuse, celui-là, c'est Add New File. Oui. Alors, en fait, Add New File, si vous ajoutez, par exemple, un fichier dans Visual Studio Code, vous pouvez directement mettre le nom du répertoire / le nom du fichier. Il va créer à la fois le répertoire et le fichier. Oui. En fait, si Add New File, ça fait la même chose dans Visual Studio. Donc, si on fait un Shift F2, ça va ouvrir un nouveau pop-up dans lequel on peut également mettre le nom du répertoire / nom du fichier .cs, par exemple. Et ça va créer les fichiers directement. T'es une grosse feillasse, toi. Non, c'est super utile en vrai. Déjà de pas passer par la pop-up qui fait Add New File où tu sélectionnes ton template ou autre là. Juste ça, c'est un gain de temps énorme. Ouais. Voilà, donc je les ai tous mis dans le chat. Hein. Pardon? Alt Insert dans ReSharper sur le Solution Explorer. Justement, je comprends que ça soit utile. Puisque tu parles, toi, donc toi dans tes compléments, tu avais ReSharper. Bien sûr, tu avais Git Diff Margin. On se demande pourquoi. Après, tu avais Fix File Encoding. Ouais, c'est en fait souvent quand tu as des équipes qui travaillent sur différents OS, tu peux avoir des problèmes d'encoding des fichiers. C'est un truc qu'on a eu aussi au début avec Git. C'est un truc qui te permet de spécifier en fait l'encoding que tu veux et de pouvoir virer les bombes, les caractères de début de fichier, et pour que l'équipe soit alignée, quoi. Hein, encore une fois, le problème du plugin, si quelqu'un n'a pas, tu as le problème qu'il peut péter. Et encore une fois, un éditeur config, tu peux configurer ça dedans. Donc, un petit CI qui va aider l'éditeur config au besoin. C'est ce que j'allais dire, l'éditeur config, on a ça. Et le dernier que tu avais, c'était OZ Code. OZ Code, ouais, c'est payant. En tant qu'MVP, les MVP ont accès à une licence, je crois. Et c'est un outil qui permet de favoriser, d'étendre tout ce qui est débugger. Microsoft a copié quelques idées dans les dernières versions de VS, mais une des parties qui est super intéressante, c'est quand on a des link query, on est capable de visualiser dans une fenêtre de debug les différentes steps de la link query de façon visuelle. C'est assez bluffant. Ce que j'utilise de temps en temps aussi, c'est de pouvoir rajouter des trace points. Je crois que maintenant dans Visual Studio, c'est possible aussi. Mais de pouvoir rajouter des trace points et de voir quand c'est combien de fois une méthode, on est passé dans une méthode ou ce genre de choses. Sans modifier le code. C'est lui où il y a l'histoire où on peut voir le futur? Oui, c'est ça. Ouais, ça fait ça aussi. On peut voir le futur, oui. En fait, tu t'arrêtes dans un breakpoint et il va te montrer, après l'exécution de la ligne sur laquelle tu es, quelles sont les valeurs de tes différentes variables, par exemple. C'est assez bluffant, c'était super lent dans les premières versions, ça va un peu mieux.
C'est pas un truc que j'utilise tous les jours, pour être honnête. Donc, je l'ai encore installé et puis de temps en temps, c'est pratique. Après, est-ce que ça vaut le coup de la licence? Je suis pas sûr. Tu le vends bien, tiens. Je l'ai eu gratuitement, donc. Pas plein. Et ensuite, enfin pour finir, il y a quelqu'un qui voulait en rajouter. Moi, ouais. Bah, c'est plus des extensions VS Code que Visual Studio. Ouais. Pour ceux qui utilisent, il y a Peacock qui est super intéressant. Je pense qu'on doit avoir à peu près l'équivalent sur Visual Studio qui permet justement de changer la couleur de l'encadrement de l'éditeur selon le projet où on se trouve. Ce qui permet en un coup d'œil de savoir sur quel projet on est. Ah ouais. Qui est, j'avoue, d'essayer de s'adopter, surtout quand vous bossez sur plusieurs projets à la fois. Et il y a Timeline, qui lui est une intelligence artificielle qui permet d'évaluer votre code et vous proposer, c'est un peu en complément avec l'IntelliSense, ça s'ajoute à l'IntelliSense, en complément sur ce que vous allez taper, bah, ça va apprendre de votre code et ça va proposer ce que vous avez l'habitude de taper. D'accord. Donc, tu as l'intelligence artificielle derrière qui va entraîner tout le temps. Ok. Bon, ben, super. Personne d'autre Moi, j'ai rajouté dans le chat le Basic Essentials, qui a la méta-extension de Mats Christensen, là, qui regroupe justement les extensions que lui considère vraiment un peu core là, pour avoir une expérience de Visual Studio agréable. Donc, il y a, par exemple, le Add New File, il est dedans. Tu as aussi une extension pour avoir de l'autocomplete dans les éditeurs config, puis d'autres petites choses. Là. Ça, donc, ça intéresse. Vous pouvez regarder. Là. Elle s'appelle comment celle-là, tu dis? Basic Essentials. Il y a effectivement le screen dans le pass. chat, Get Diff Margin, mais c'est tellement naturel de l'avoir que je ne l'ai pas cité, évidemment. Merci, c'est trop gentil. Bien, bah écoutez, bah c'est à moins que il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à rajouter. Il y en a une dernière, si vous voulez, qui peut être intéressant. Moi, je sais que dans mon ancienne boîte, on avait un logiciel qui était utilisé pour plusieurs langages. Donc, on a du français, du belge, du néerlandais, tout ça. Et du coup, on avait un Rex X Manager qui permettait de faire des ressources et directement les traduire pour tous les trucs. Et c'était super intéressant à utiliser. Ouais, c'est vrai, je l'ai oublié parce que effectivement, dans un de mes projets sur lequel je travaille actuellement, on l'utilise. Ouais. Voilà. Je crois qu'il a été récemment migré dans .NET Foundation, je crois. En plus. Tout à fait. C'est bien celle-là. Ouais. Ok. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bon, bah écoutez, merci à tous. Et écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao.